Qu'est-ce que ça signifie vraiment être soigneur? Des années de passion, d'observation, de liens privilégiés tissés avec des espèces rares et vulnérables. Mais être soigneur, c'est aussi être au cœur de quelque chose de bien plus grand que soi-même. La conservation de la biodiversité. Pour ce premier épisode, nous partons ensemble en Indonésie, à la rencontre d'une espèce en danger critique d'extinction originaire des forêts de Sulawesi et de son soigneur qui s'est engagé pour elle. J'ai voulu devenir soigneur parce que du coup, depuis que je suis petit, en fait, je suis passionné par les animaux. J'ai toujours vraiment eu cette vocation à travailler avec eux. J'ai commencé par travailler avec des animaux plus accessibles, si je peux dire, en cabinet veto et puis dans des écuries aussi. Et puis ça m'a toujours plus attiré les animaux exotiques et la faune sauvage. Donc c'était un peu logique pour moi de venir en parc zoologique et travailler avec eux. Puis pour moi c'est un peu plus concret aussi pour tout de suite partir après sur de la conservation et puis sur de la sauvegarde des espèces et pouvoir cumuler ça forcément avec du travail directement à l'état sauvage. Et donc il faut Si faire des petits morceaux. ouais, si c'est trop gros et que ça Ouais, monte ça juste faut bien, aller les chercher. ils vont pas réussir à aller. Donc, D'accord. donc comme Ok. ça tu sais. Tu veux couper toi les carottes? Comme tu veux. Bah, Allez, je sais pas. je peux commencer à couper un peu de carottes. Allons-y. Et donc tu les coupes comment d'abord? Comme ça? Ouais, Juste je des prends un petits petit morceau morceaux comme ça et puis oui, ça doit juste bien rentrer dans le trou du J'ai tube. l'impression que je suis en train de préparer une petite soupe. Et si c'est trop large, en fait, ils vont pas réussir à bien rentrer Et dans donc le là, je doigt. peux mettre dans celui-ci par exemple. Oui, oui, c'est ça. Et donc ici, je mets comme Yes, ça. Parfait. Allez. Et donc là, le but, c'est d'aller qu'ils aient plus de mal à aller chercher la nourriture. Exactement. Et donc ça prenne plus de temps. Voilà. Ok. Et là, tu mets des carottes jusqu'en haut. Ah oui, en fait, on va mettre de haut en bas pour que ça soit un petit peu plus compliqué parce qu'ils vont devoir Ok. effectuer ce jeu-là. Et Ah oui, ok. ici, quand on a des individus comme ça, donc là, on fait plus ou moins le nombre d'enrichissements par rapport au nombre d'individus parce qu'on a des enrichissements fixes. Donc, ils vont pouvoir aller chacun tranquillement de leur côté. Ok. Par contre, quand on fait des enrichissements qu'ils peuvent prendre, là, je vais tendance à en faire plus parce que du coup, nos individus dominants vont prendre 2-3 enrichissements. D'accord. Et si on part de ce principe-là, les dominants n'ont pas du coup. Ça va faire 2 ans maintenant que je travaille avec eux. J'ai toujours, en fait, j'ai commencé avec les macaques à crête. Quand je suis arrivé sur le parc, j'ai tourné sur le secteur gorille et orang-outan. Et du coup, je travaille avec les petits primates de ces secteurs. Et donc ici, on avait nos macaques à crête. Au niveau des gorilles, on avait les colobes. Et donc j'ai commencé avec eux et puis petit à petit, j'étais formé au grand primate. Mais donc c'est avec eux que j'ai commencé et c'est aussi pour ça que je suis tombé un peu sur le charme de cette espèce parce que c'est la première avec qui j'ai pu vraiment développer mon travail, etc. Donc c'était vraiment un coup de cœur avec cette espèce. Je sais pas si je vais assez vite pour couper les carottes, je t'avoue que j'ai pas l'habitude. En plus, les carottes, ils doivent être c'est un peu sucré comme ça, non? Oui, ça a tendance à bien fonctionner. Ouais. C'est pour ça que souvent sur les enrichissements, on va mettre des aliments qu'ils aiment bien. Parce que si tu vas mettre de la salade ou quoi sur des enrichissements, Ok. ils vont pas s'affoler dessus. Ils sont Et moins donc, fans en de la fait, salade. Oui, des légumes moins sucrés, etc. Ok. Ils vont moins apporter d'attention et donc ça va moins les tenter de faire des efforts pour aller chercher cette nourriture-là. Si nos macaques à crête à l'état sauvage, ils vont effectuer plein de choses. Ça va être un maillon dans la chaîne alimentaire. Il faut savoir qu'ils vont manger beaucoup de petits vertébrés et invertébrés, donc ils vont réguler tout ça. Si on vient enlever ce maillon, ça va être vraiment problématique parce qu'en fait ça va tout déstabiliser. Et donc on pourrait avoir des proies, des macaques à crête qui vont en fait être en essor complet parce qu'ils vont plus du tout être régulés. Et on va avoir leurs prédateurs comme les pitons réticulés qui en fait n'auront plus de source d'alimentation et ça peut être problématique. Et un point super important aussi, c'est qu'ils vont manger énormément de végétaux, notamment des fruits. Et donc en fait par leur excrément, ils vont pouvoir tout simplement ressemer ces graines, etc. Et donc pour la flore, c'est super important d'avoir des animaux comme ça qui vont pouvoir répandre les végétaux au sein de la forêt. Hop. Je pense que là, on est bien, non? Ouais, c'est parfait. On va pouvoir aller les poser dans le territoire. Voilà, super. Et tu me mets une note combien sur 10? 9. 9 sur 10, Ouais. purée. On peut prendre la gamelle qui est Allez, le c'est plus. parti. Allons-y, je te suis. Merci.
ils sont là. J'ai choisi ce projet parce que du coup justement, puisque c'était la première espèce avec laquelle j'ai travaillé, j'ai particulièrement apprécié développer en fait le début de ma carrière dans le zoologique avec eux. Donc ça m'a vraiment beaucoup intéressé. Puis je trouve que c'est une espèce un peu méconnue, on n'a pas tendance à trop en parler. Je trouve ça un petit peu dommage d'ailleurs parce qu'on met souvent en avant des plus grosses espèces, ce qui est tout à fait normal, mais derrière il y a des petites espèces très importantes aussi. Du coup ici, l'idée ça va être de répartir sur tout le territoire. Comme ça pareil avec nos dominants et dominés, ils ont chacun leur espace tranquille. Donc tu vas voir, il y a un peu plusieurs points d'attache dans tout l'enclos. Et donc là on va pouvoir essayer de répartir le plus possible. Comme ça en fait même si on a un dominé qui est sur un enriche, il ne va pas être embêté par les dominants. Après ils vont d'office tourner parce que... Par exemple, là tu parles de dominés et dominants dans la nature, comment ça se passe? Parce que là on arrive à les placer de façon à ce qu'ils ne s'ennuient pas les uns les autres, mais comment ils font dans la nature alors? Ça va être un peu pareil parce que du coup les dominants vont avoir accès à la nourriture en premier et donc forcément ils vont être favorisés à ce niveau-là et s'il y a des aliments plus intéressants, c'est eux les premiers qui vont aller dessus. Ici on a exactement pareil, ici on vient placer, là par exemple tu as des cacahuètes, c'est pas impossible que les dominants aient en premier dessus et que les dominés en aient un petit peu moins parce qu'ils vont favoriser, ils savent qu'ils ont accès à cette nourriture-là et que de toute façon ils ont le lead sur le groupe, donc il n'y a aucun autre individu qui va venir tenter de les prendre à leur place. Donc à ce niveau-là, c'est assez stable. En fait, tant que ta hiérarchie mise en place, ils ont connaissance de leur place Allez, dans le groupe. On va placer tout ça alors. Le macaque à crête est une espèce de primate qu'on retrouve en Indonésie et qui est aujourd'hui gravement menacée. Donc sur la liste rouge de l'UICN, il est considéré comme critiquement en danger. Ça veut dire qu'à l'état sauvage, on n'en retrouve qu'environ 1000 à 3000 individus restants des grandes populations qu'on pouvait retrouver auparavant. En effet, depuis 40 ans environ, 80% des populations ont chuté. Et c'est principalement dû à la perte de leur habitat, au développement des infrastructures et des structures urbaines pour l'homme et des conflits qu'on peut retrouver entre l'homme et l'animal, comme Joachim pouvait le mentionner, avec des conflits autour de l'agriculture et les singes qui vont dans les champs pour aller chercher à manger et qui vont aller déranger les agriculteurs. Donc tout ça fait un environnement qui est assez complexe pour ces macaques pour survivre, qui vivent à la base dans des grandes forêts primaires approche de la mer de Sulawesi et qui aujourd'hui ne se retrouvent plus dans un habitat qui leur permet de survivre. Et c'est grâce à des programmes comme le Macaca Nigra Project que la Fondation Peridaisa soutient en 2026 à travers le programme Keeper Initiative que nous allons pouvoir apporter notre pierre à l'édifice pour la préservation de cette espèce. Tu peux en mettre un là au-dessus. Ici? Normalement en montant sur la pierre, ça va. Il faut dévisser ou pas du tout? Oui, tu as la sécurité en plus. Et du coup, là ils sont dévissés. Ok, trop bien. Voilà. Ok. Donc là, normalement sans monter, je devrais y arriver. Oh. C'est un grand fail. Tu dois le mettre en angle sur le côté. En angle. Attends, je vais monter. Hop. Comme ça? Ouais, normalement ça rentre juste. Ah, tout juste, tout juste. En fait, je vais juste mettre me contenter de mettre les carottes dans... Ah, tu vois? Ah, voilà. En octobre, je vais partir au niveau de Sulawesi pour rejoindre du coup le Macaca Nigra Project qui se trouve au niveau de la réserve de Tankoko. Du coup, c'est une réserve quand même assez importante. On va retrouver les macaques à crête. Le but de ce voyage va être d'observer les macaques au sein de la réserve, du coup de Tankoko. Nous, en tant que soigneurs, ça va nous servir également tout simplement pour pouvoir adapter aussi la manière dont on va s'occuper, à quel point on peut adapter leur enclos par rapport au biotope à l'état sauvage, et puis aussi même leur manière de s'alimenter, etc. C'est plein de points qu'on peut adapter par rapport aux observations qu'on peut faire à l'état sauvage. Sur là où il y a la mousse par contre. Où ça? Là où il y a la mousse, ouais, ça glisse. Attends, je vais te prendre la main, je crois. Hop, merci beaucoup. C'est super gentil. Là, on peut pas en mettre un par exemple. Non, là du coup non. Ok. Du coup, on va en placer un ici. Ok.
le Macaca Nigra Project est une structure qui va étudier et pousser la recherche scientifique pour cette espèce. Et quand on connaît mieux une espèce, on va pouvoir mieux la préserver et pouvoir proposer des politiques de conservation au gouvernement en faveur de leur protection. Une des autres missions du Macaca Nigra Project est vraiment de travailler avec les communautés locales pour la préservation de cette espèce. En effet, comme nos macaques à crête ici au parc, nos ambassadeurs vont pouvoir amener le message de leurs cousins sauvages à la population qui vient voir ces animaux à Paradise, sur le terrain, c'est extrêmement important aussi de donner tous les outils et la connaissance aux communautés locales pour pouvoir avoir une motivation qui vient d'elle-même pour protéger cette espèce. Et du coup, ça c'est le dernier truc qu'on va passer. Ça, je mets souvent des petits granulés ou quoi qu'ils vont pouvoir fouiller. Parce qu'à l'état sauvage, ils vont faire ce qui s'appelle du foraging. Donc c'est le fait de fouiller en fait à l'état sauvage. C'est ça? C'est ça. C'est le fait d'en fait rechercher cette nourriture et les macaques à l'état sauvage ils passent plus ou moins 60% du temps sur la terre ferme. Et donc ils vont régulièrement fouiller dans les autres herbes, etc. Ah donc c'est pas des primates arboricoles alors? Non, pas du tout. Ils vont passer un petit peu de temps dans les arbres quand même, mais c'est plutôt rare. Et donc ils vont vraiment passer une grande partie du temps au niveau du sol et donc à fouiller vraiment les herbes, ce qu'ils vont pouvoir trouver au niveau que ce soit des fruits, des graines, des invertébrés, des petits vertébrés aussi. Et donc ici avec ça, c'est bien parce que ça va vraiment les stimuler à rechercher cette nourriture, un peu comme ils vont faire à l'état sauvage, ce qui est important du coup. Pareil pour les enriches, en fait c'est ça le but. C'est du coup de reproduire cette recherche de l'alimentation qu'ils ont à l'état sauvage. Oui, donc le but c'est vraiment de reproduire ce qui pourrait se passer. Essayer d'être le plus proche de leur biotope et de vraiment avoir ce budget temps qu'ils vont utiliser à l'état sauvage ici en captivité sur la nourriture. Ça va être la première fois que j'aurai la possibilité d'aller observer ces macaques à l'état sauvage. Donc c'est un petit peu une concrétisation en fait de ce qu'on fait ici au parc et de pouvoir le faire à l'état sauvage. En fait ça complète finalement tout ce travail qu'on fait quotidiennement, donc je trouve ça super important. Et puis surtout, ça va mettre en lumière aussi cette espèce qui n'est pas très connue par le grand public. Et je pense que grâce à ce projet et grâce aux vidéos qui pourraient sortir, etc. par la suite, ça va permettre un peu de sensibiliser les gens, ce qui est extrêmement important. Donc on va pouvoir Donc on peut refermer l'enclos une fois qu'on est sûr que tout est OK et les faire sortir. Trop bien, j'ai hâte de voir comment ils vont réagir. Ici, ils sortent d'office comme ça et comme tu vois, en fait, on va toujours avoir une sortie avec les dominants. Donc là, les trois qui sont sortis, on va avoir Happy, Harry et Isno. C'est nos trois individus dominants. On va avoir Happy au-dessus de la hiérarchie. Du coup, lui, c'est le mâle qui n'est pas castré de tout notre groupe parce qu'on a un groupe bachelor, donc c'est un groupe constitué uniquement de mâles. Au total, ils sont 6 ici sur le territoire. Et du coup, Happy, ça va être notre chef. Ça se voit, il est beaucoup plus massif que les autres. C'est le plus jeune, par contre, il est né en 2015, Happy, mais il est à 14 kg. Les deux autres, ils sont aux alentours des 10 kg. Il faut savoir que chez les macaques, au niveau social, c'est assez important, parce qu'en fait, toutes les interactions vont être différentes selon quel individu va être présent. Et donc, c'est pas parce que tu as un individu en dessous de la hiérarchie qui ne va pas pouvoir profiter d'une position un peu intéressante s'il s'entend bien avec un individu un peu plus haut en fait. D'accord. Et donc on l'observe assez régulièrement. La protection des espèces menacées, de manière générale, ça passe par un paramètre qui est fondamental et qui est les communautés et l'engagement des communautés locales. Si les communautés locales n'ont pas envie de protéger ces espèces sont potentiellement vouées à disparaître. Une des missions de la Macaca Nigra Project à Sulawesi, c'est de travailler en partenariat avec les communautés pour proposer des actions de conservation pour cette espèce sur le long terme. Il y a des groupes qui peuvent atteindre jusqu'aux 100 individus. Les plus petits groupes observés sont plus aux alentours de 25. Mais donc entre 25 et 100, tu arrives sur des gros nombres quand même. Et donc ça ne va jamais être un mâle tout seul qui va gérer ce groupe. Donc ça va être plusieurs mâles dominants. Je pense que c'est essentiel de préserver des espèces comme ça pour plusieurs points. Tout d'abord, il y a le point qu'on a abordé là tout de suite sur l'importance qu'ils ont à l'état sauvage, que ce soit dans les maillons par rapport à la chaîne alimentaire, etc. Et puis je pense qu'en fait, sur des espèces comme ça qui sont en danger critique, c'est terrible de se dire qu'on arrive à un stade où en fait, ils ont vraiment très peu d'espace à exploiter. On arrive à un stade où au début, ils exploitaient les forêts primaires, ils sont en forêt secondaire.
Maintenant, on observe de plus en plus de populations qui exploitent les champs agricoles. Alors forcément, ça ne plaît pas aux locaux, mais du coup, les macaques sont un petit peu restreints à ce niveau-là. Et ils arrivent tout simplement au niveau des champs de canne à sucre, de coco, etc. Parce qu'ils n'ont plus le choix, malheureusement, dû à l'expansion en fait, de l'humain sur leur territoire naturel. Donc c'est super important de pouvoir sensibiliser les gens, de pouvoir que les gens se rendent compte en fait, de ce qui se passe vraiment là-bas sur le terrain. Et du coup, d'avoir des animaux ici qui peuvent permettre tout simplement de en fait, mettre en lumière ces individus à état sauvage qu'on n'a forcément pas spécialement la possibilité d'aller voir, parce que c'est quand même un sacré voyage d'aller jusque là-bas, de pouvoir les observer, etc. C'est quand même plus accessible de les voir ici au parc. Et c'est super important, je pense, pour les gens en fait, de pouvoir venir observer ces animaux, que ce soit pour les jeunes ou les plus grands. Et est-ce que toi, du coup, tu as appris à capter ces expressions, à comprendre leur signification et des fois à communiquer avec eux? Alors communiquer avec eux, ça va être plus avec la parole. On a quand même tendance à leur parler sur certains points, simplement pour leur dire qu'on va sortir, pour leur dire qu'ils vont aller manger ou des choses comme ça. On fait aussi du training médical avec eux, donc ça va être aussi des commandes vocales qu'on va utiliser en plus du simple sifflet, exactement comme tu pourrais faire avec un chien finalement. Et alors pour ce qui est des expressions faciales, eux ils en ont énormément, on arrive à les traduire pour la plupart du temps. On a plusieurs expressions qu'on voit régulièrement. On va avoir ce serrement de lèvres en fait, qui vont effectuer régulièrement. Et du coup, ça, on va l'observer vraiment très très souvent entre les individus. Et ça va être en fait un peu une recherche de contact entre eux. Ils peuvent le faire très régulièrement avec nous aussi, en s'occupant quotidiennement d'eux. Finalement, ils te reconnaissent, donc déjà ça c'est assez intéressant. Et puis, puisqu'on effectue des entraînements médicaux avec eux, etc., il y a un certain lien de confiance que tu vas avoir avec tes animaux. C'est en fait de cohésion, on peut travailler ensemble et on sait que chacun, on peut faire confiance à l'un et à l'autre. Et un des points où on les a plus facilement reconnus, en fait, c'est au niveau de leurs fesses. C'est un bête truc, mais en fait, ils ont tous une forme de fesses différente. Et du coup, au début, quand on arrive, c'est souvent ce qu'on conseille aux stagiaires ou aux nouveaux soigneurs. C'est de les reconnaître grâce à leurs fesses. Exactement à ce niveau-là. Et moi, c'est ce que j'ai fait à l'époque aussi, et en fait, ça fonctionne super bien. D'accord. Donc reconnaître grâce aux fesses, c'est super. Avec la Keeper Initiative, la Fondation Peridaisa souhaite replacer les soigneurs au cœur même de la conservation des espèces. C'est à ce moment-là qu'en fait tu es sensibilisé à la faune sauvage, à la faune plus exotique, et que tout simplement tu as une vocation certainement qui naît au moment où tu te dis tu as envie tout simplement de vouer ta vie en fait à ces animaux et de pouvoir travailler avec eux quotidiennement, de pouvoir venir en aide en fait et directement agir dans la conservation, dans la sauvegarde de ces espèces. Et c'est super important je pense et c'est un des grands rôles des parcs zoologiques à ce niveau-là.